Depuis 1994, le monde a décidé de les célébrer autrement. Toute une journée leur est consacrée chaque 5 octobre, question de revisiter leurs conditions d'exercice samedi dernier, 5 octobre 2024. L'objectif recherché était de valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social pour l'éducation. Au Cameroun, le ministre de l'Éducation de base, président de la Commission nationale de l'UNESCO, a conduit les festivités au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le professeur Laurent Serge Etoundi Ngoa était accompagné de ses collègues ministres des enseignements secondaires et ministre de l'enseignement supérieur. C'était en présence d'une bonne brochette de personnalités et d'enseignants de divers ordres, dont plusieurs ont été primés pour leur travail d'exception. Leçons inaugurales et messages divers ont rappelé le rôle ô combien important des seigneurs de la craie dans la société. Le standing peu reluisant a aussi fait l'objet de doléances sur l'ensemble du triangle national à l'occasion de cette 31e édition de la Journée mondiale des enseignants. Comment font-ils pour ne pas que la craie s'effrite? Quel est le secret de la résilience de ces dispensateurs du savoir dans les amphis, à l'université ou dans les salles de classe, dans les collèges et lycées ou dans les écoles maternelles et primaires? Twilight donne la parole aux maîtres du savoir ce soir, des pédagogues accomplis, des professeurs et instituteurs patients, vigilants, optimistes, des éducateurs appliqués qui constituent la crème des intelligences fleuries et aguerries, convoqués pour vous livrent les éléments constitutifs de leur motivation. Une pause et on se retrouve bien installés. Le débat de Twilight ce soir se fera avec Daniel Soko, proviseur émérite, PLEG, bilingue hors échelle. Il cumule 31 ans de carrière. Il a cumulé donc 31 ans de carrière. Bonsoir et bienvenue, monsieur le proviseur. Bonsoir, madame, et merci pour l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, je suis bel et bien proviseur émérite. J'ai œuvré pendant 31 ans dans cette carrière d'éducateur. J'ai fondé, alors que j'étais encore à l'école normale en 4e année, la Bilingual Society International, ce qui déjà me donne, n'est-ce pas, le droit de dire que j'ai choisi l'enseignement par vocation. C'est entendu, notamment la fondation Bilingual Society International, dont vous êtes le président. Ah oui. Autre invité sur le plateau de Twilight, Elon Ngando, président du CINESEC, le syndicat national des enseignants du secondaire. Il est aussi professeur d'informatique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de nous recevoir sur cette tribune et de nous donner l'occasion de nous exprimer à l'occasion de la situation des enseignants. Autre invité sur la table du débat de Twilight en présentiel, Guy Thierry Kassa Onana, instituteur d'écoles publiques, notamment d'ECOM, un établissement qui relève de l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base de SA dans le département de la Léquier, région du Centre. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame. Je suis, comme vous l'avez dit, je suis Kassa Onana Guy Thierry, instituteur en service à l'école publique d'ECOM. C'est dans l'arrondissement de SA. Je suis par ailleurs secrétaire général adjoint de la SCO-JVT, entendez Association des anciens élèves du collège Jean 23 des Phoques. Merci madame. Merci donc. Je signale que vous totalisez notamment 14 ans de service. C'est bien cela madame.
Et puis, last but not the least, en présentiel, Marie-Ange Membetissé, institutrice, 15 ans de service, dont 7 en maternelle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame et merci pour l'invitation à l'honneur de la célébration de la Journée internationale des enseignants. Bien que cela soit passé déjà, ça fait samedi dernier. Je suis effectivement madame Membetissé, Marie-Ange. Je totalise 15 ans dans l'enseignement aujourd'hui et 7 ans particulièrement en maternelle. Et vous êtes notamment directrice du groupe scolaire bilingue Al-Kedia, situé à Nkolfoulou, c'est par soi dans la région du centre. La région du centre et l'arrondissement de Soa. Autre invité que nous recevrons, que nous aurons en ligne, notamment Mathurin Kounou-Noah. Il est plègue d'histoire au lycée bilingue de Baloum dans l'arrondissement de Penka-Michel, c'est dans le département de la Ménoire, dans la région de l'Ouest. Autre invité toujours en ligne, le professeur Clotilde, maître de conférence à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Buea, c'est dans la région du Sud-Ouest. On va tout de suite entrer en contact avec vous, Madame le professeur. Professeur Clotilde Oum, merci de participer donc à cette édition de Twilight en direct de Buea dans la région du Sud-Ouest. Alors, dites-nous tout d'abord, la Journée mondiale des enseignants a été célébrée le 5 octobre dernier. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette journée? Vous, enseignants d'université, est-ce que vous vous sentez notamment concernés par cette journée-là? Merci Madame Carlette Esso de nous donner l'opportunité de dire quelque chose en tant qu'enseignant d'université à l'occasion de la Journée mondiale de l'enseignement 2024. À la question de savoir qu'est-ce que cette journée représente pour nous, enseignants d'université, nous dirons que c'est une journée qui magnifie le métier d'enseignant, l'enseignement étant un art, l'enseignement étant une profession comme toutes les autres professions. C'est une journée qui nous permet de célébrer ce beau métier que nous avons l'opportunité, que nous avons le privilège d'exercer. Et donc, c'est une journée fondamentale pour nous autres enseignants d'université. À la question de savoir si les enseignants d'université se sentent concernés par cette célébration, je dirais tout à fait, puisqu'il s'agit bel et bien de la Journée mondiale de l'enseignant et que le qualificatif d'enseignant inclut bien l'enseignant d'université dans la catégorie des enseignants, à côté de ceux du primaire, du maternel et du secondaire. La preuve est que le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, était bel et bien présent à la cérémonie marquant la célébration de la 30e édition de cette journée, le samedi 5 octobre 2024. Et nous savons qu'il y a le constat général du manque d'enthousiasme des enseignants d'université qui est généralement fait à l'occasion de la célébration de cette journée. Je ne dirais pas que nous sommes snobs, tels que les gens le disent parfois dans les couloirs. Il se trouve simplement que c'est une journée sur laquelle un accent particulier n'est pas mis dans les calendriers universitaires, ce qui fait que les enseignants d'université ne sentent aucunement la pression de manifester de manière extérieure le sentiment de vouloir célébrer une telle journée. Mais nous pensons que si les calendriers universitaires prennent la peine de mettre l'accent sur la journée mondiale de l'enseignement, ou la journée mondiale de l'enseignant tels qu'ils le font pour d'autres événements à l'université, les enseignants d'université vont se prêter au jeu. Donc c'est une journée qui concerne bel et bien les enseignants d'université et qui nous permet de magnifier, de célébrer notre métier. Merci pour cette première réponse en direct de Buea dans la région du Sud-Ouest. De retour sur ce plateau, notamment Daniel Soko, proviseur émérite. C'est une journée que vous avez célébrée. Vous continuez de la célébrer, cette journée du 5 octobre dédiée aux enseignants. Oui, je crois que compte tenu de l'importance que l'enseignant revêt dans la société, il était de bon ton qu'il y ait une journée dédiée à ce corps de métier. Et je crois que tel que ça a toujours été célébré, l'enseignant mérite un peu plus que ça parce que
au-delà du folklore, d'une journée de fête, je crois que la société devait aller un peu plus loin pour célébrer et magnifier ces boulangers des sociétés, ces cordonniers qui façonnent et qui sont mal chaussés. Je crois que, comme je le disais tantôt, il vaut encore, c'est-à-dire au-delà d'une simple fête, qu'on trouve encore beaucoup d'autres éléments pour célébrer l'enseignant, pour célébrer, n'est-ce pas, celui-là, l'éducateur, qui forme le socle d'une société. Alors, Monsieur Elongando, président du CINESEC, syndicat national des enseignants du secondaire et professeur d'informatique, je vous vois acquiescer de la tête quand le proviseur émérite s'exprime. Que représente la journée du 5 octobre pour vous? Comme l'a dit l'aîné tout à l'heure, n'est-ce pas, le 5 octobre représente la journée au cours de laquelle l'enseignant doit être magnifié. Mais au-delà de l'aspect festif, comme il l'a relevé également, on doit penser beaucoup plus à un aspect mental, si je puis le dire, c'est-à-dire une réflexion même sur la question de l'enseignant, une réflexion sur les conditions de travail, les conditions de vie des enseignants. Cette réflexion qui d'ailleurs, à notre sens, ne devrait pas s'arrêter à une seule journée, puisqu'il s'agit ici d'un combat que les syndicats mènent depuis leur existence. Il y a eu beaucoup d'acquis, certes, obtenus grâce à la lutte syndicale, mais ce serait une lapalissade que de se dire que tout a été déjà gagné. Il reste encore énormément de choses à faire. La fête de l'enseignant, le 5 octobre, c'est l'occasion pour nous, lors des conférences débats, lors des tables rondes, de rappeler aux uns et aux autres que le chemin est encore long pour arriver à cette étape où l'enseignant pourra dire qu'effectivement, il est à l'aise dans le biotope qui est le sien. D'accord. Alors, Marie-Ange Membetissé, institutrice, dites-nous, où est-ce que vous avez passé la journée du 5 octobre et qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Eh bien, j'ai célébré cette journée dans l'établissement que je dirige, en compagnie de mes collègues et collaborateurs enseignants, ainsi qu'avec notre fondatrice, qui est elle-même une éducatrice de formation et de profession. Les débats étaient vraiment très, très intéressants concernant le thème qui nous interpellait de manière très forte, parce que pour une fois, on s'est dit encore une fois, les penseurs, les décideurs ou les pouvoirs publics ont enfin réfléchi sur un thème qui nous touche vraiment de plein fouet. Et il y en avait tellement à dire. Ça, c'était pour la première question. Et ce que la journée la journée internationale de l'enseignant représente pour moi, c'est une journée de réflexion, d'arrêt, de réflexion, de mise au point et de prise de résolution pour améliorer la condition de l'enseignant. Et cette amélioration ne dépend pas seulement de l'autre, elle dépend également de nous, même en tant que personne. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous valoriser en tant qu'enseignants? Cette valorisation ne devrait pas seulement, nous ne devons pas seulement l'attendre de l'autre, de l'intérieur. Qu'est-ce que nous faisons pour nous valoriser? Ça, c'est ce qui a polarisé nos réflexions cette journée-là. Merci. Guy-Thierry Kassa-Onana, instituteur à l'école publique d'Ecocom. Et vous, pour la journée du 5 octobre, vous l'avez célébrée en tant qu'enseignant? Oui, madame, comme vous pouvez bien vous en douter, j'ai célébré la journée du 5 octobre à l'école publique d'Ecocom en compagnie de mes autres collègues et du lycée voisin. Nous l'avons célébré, le 5 octobre, c'était plutôt l'apothéose d'une semaine d'activités basée sur des réflexions, notamment le vendredi 4 octobre, journée au cours de laquelle j'ai animé une conférence débat sur le thème choisi pour la circonstance. Nous l'avons célébré comme le samedi, donc, à travers d'autres activités festives, notamment le sport, le cross-country le matin. Nous sommes revenus partager encore une réflexion au sujet du thème. Alors, au cours de cette réflexion, nous avons essayé d'explorer
toutes les notions et le sujet en entier pour nous rendre compte de ce que, comme l'a dit Madame la directrice, effectivement, pour une fois, ou alors encore une fois, un thème interpellateur tant au niveau des décideurs qu'au niveau de l'enseignant lui-même. Nous avons essayé de parcourir, revisiter les difficultés auxquelles l'enseignant fait face au quotidien dans l'exercice de son métier. Nous avons également essayé de proposer aux décideurs, aux politiques, quelques pistes de solutions, notamment les fameux états généraux de l'éducation, auxquels les syndicats appellent depuis un moment. Et ensuite, le fameux statut particulier des enseignants. Vous nous direz quelles sont les résolutions que vous avez personnellement prises pendant cette journée ou cette semaine de réflexion. Je pense que Mathurin Kounou, Noah, nous attend en ligne aussi. Lui qui est notamment professeur des lycées d'enseignement général, animateur pédagogique au département d'histoire et géographie du lycée bilingue de Balloum dans l'arrondissement de Penka-Michel, c'est dans le département de la Ménois, dans la région de l'Ouest. Alors, Monsieur Noah, dites-nous, vous avez particulièrement été primé cette journée du 5 octobre. Vous avez reçu un diplôme d'excellence à l'occasion de cette journée-là. Eh bien, qu'est-ce que ce sésame-là représente pour vous, s'il en est un? Bonsoir à tous. Recevoir une reconnaissance de cette envergure est toujours une grande joie pour celui qui travaille. Savoir que ce qu'on fait est apprécié par la hiérarchie est toujours une grande motivation, une grande joie. Et surtout, on appelle à davantage mériter cette confiance qui a été accordée. Donc vraiment, c'est quelque chose de remarquable. Ça nous rend important. Ça nous rappelle que ce que nous faisons, nonobstant les difficultés, est quand même reconnu et apprécié à sa juste valeur par qui de droit. Alors, dites-nous, je reste avec vous. C'est quoi pour vous être enseignant? Être enseignant, c'est une vocation, c'est un appel, c'est un don de soi pour former l'homme de demain, pour contribuer en quelque sorte au développement de la nation. Parce qu'un bon citoyen, c'est celui-là qui est formé aux valeurs de la République. Il n'y a pas mieux que l'enseignant de faire ce travail. Donc pour moi, c'est un appel auquel nous répondons et on doit se donner à fond dans cela. Donc être enseignant, c'est une vie de sacerdoce. C'est une vocation. On a quelques difficultés à vous écouter, mais on va revenir à vous dans quelques instants, le temps de vous demander sur ce plateau. Monsieur le proviseur, émérite être enseignant pour vous? Être enseignant pour nous, qu'est-ce que ça représente? C'est une lourde responsabilité, d'autant plus que l'enseignant est appelé à distiller des connaissances, appelé à préparer la jeunesse pour les savoir-être, les savoir-faire et les savoir-être, faire en sorte qu'ils soient pratiques et pouvoir entrer dans la vie active. En réalité, c'est lui qui détient la clé du succès. Parce que, vous voyez, ça doit être un modèle de la société. Comme disait un écrivain anglais, Chaucer, il disait qu'un enseignant ou alors un maître doit enseigner à travers, n'est-ce pas,
sa manière d'être. Et il est allé plus loin. Et il a considéré l'enseignant comme de l'or. Et il disait donc que si l'or venait à se rouiller, qu'adviendrait-il du fer? Donc, être enseignant, c'est véritablement une lourde responsabilité. Et malheureusement, il n'y a pas toujours ce qu'il faut pour accompagner l'enseignant dans ses nobles missions d'éducateur et de formateur. Parce que en réalité, quel est le regard? Bon, peut-être, je ne sais pas si j'anticipe, le regard que la société... On va y arriver, c'est la question que je m'apprête à poser notamment au président du CINESEC. Mais avant, posons la question plutôt à ces seigneurs de la craie qui sont sur ce plateau, à Marie-Ange Mbetissé. Être enseignant pour vous, c'est quoi? C'est le sacerdoce. C'est-à-dire? C'est le sacerdoce. Être enseignant, pour moi, c'est une vocation. Et il y a deux types de vocations. Il y a celle qui est innée, qui vient de manière naturelle. Et il y a celle qui se forge à travers l'amour du métier qui se développe dans la pratique de la profession. Donc, l'enseignant est pour moi le miroir de la société. Il est l'ouvrier, le premier ouvrier qui doit apporter sa contribution pour que la société de demain soit cadre avec l'idéal que nous nous fixons. Donc, je conclurai en disant, pour moi, l'enseignant, c'est le leader de la société. Vous avez parlé de vocation. La vôtre, elle est innée ou elle est arrivée avec le temps? La mienne, elle vient des deux bords. Mon grand-père, le père de mon papa, était moniteur indigène, donc enseignant, à l'époque coloniale. Et je viens d'une famille où il y a eu beaucoup d'enseignants, instituteurs. Donc déjà, il y a je suis née dedans. Et par après, à force de pratiquer, l'amour de la profession est né. Et bon, c'est agrandi et a germé vraiment en moi. Et c'est pour ça que je fais carrière depuis 15 ans. Guy Thierry Kassaonana, être enseignant pour vous, c'est quoi? Eh bien, madame, pour moi, être enseignant, c'est un privilège. C'est un privilège, c'est une responsabilité aussi. Quelle responsabilité? La responsabilité de guider les pas du tout petit, pas totalement vierge dans la tête, mais qui a forcément des connaissances éparpillées. C'est guider ce tout petit-là, le faire grandir pour donner un nom à la société. Pour donner à un nom à la société qui va s'épanouir. Être enseignant, c'est également un privilège, comme j'ai dit. Le privilège, n'est-ce pas, d'exercer une autorité, peut-être pas une autorité politique, une autorité sociale et même sociétale sur les apprenants qui lui sont confiés. Parce que voyez-vous, madame, j'ai certains clichés dans ma tête, j'espère les autres collègues d'ailleurs, lorsque vous franchissez le seuil de la porte d'une salle de classe, les apprenants se lèvent. C'est un signe d'estime qu'on voue à votre personne et puis s'asseyent. Ils ne s'asseyent pas sans que vous ne leur demandiez de le faire. Être enseignant aussi, c'est exercer cette autorité sociale et même sociétale. Je pourrais bien m'étendre davantage en disant être enseignant, c'est parfois décider et impacter sur les individus, impacter sur des vies, impacter sur
l'avenir. On va essayer d'entrer en ligne avec le professeur Clotilde du côté de l'université de Buea dans la région du Sud-Ouest. Alors dites-nous, professeur, est-ce que vous vous sentez particulièrement fier puisque c'est le thème de Twilight ce soir, enseignant? C'est quoi ma fierté à la fin? Mais dites-nous, est-ce que vous vous sentez fier d'exercer cette profession d'enseignant? Est-ce que nous sommes fiers d'exercer ce métier d'enseignant et pourquoi? Je dirais que nous sommes fiers d'exercer le métier d'enseignant parce que l'enseignement devrait d'abord être une passion. L'enseignement est une vocation. Nous avons la chance d'avoir simplement réalisé notre rêve parce que pour des raisons conjoncturelles, il y a bien de personnes qui exercent des métiers qui ne sont pas à la base des métiers pour lesquels ils ont une motivation, ils ont une passion personnelle. Donc je dirais que, en ce qui me concerne à titre personnel, je suis fier d'exercer ce métier parce que c'est un métier que j'ai choisi dès mon entrée à l'université. C'est un métier que j'ai aimé par la manière de transmettre que j'ai vu mes enseignants dans le supérieur, tout mon séjour à l'université pratiquer. Et je dirais que sur le plan de la construction des savoirs, de la construction des citoyens, c'est un privilège de faire un métier qui vous permet de construire la personne humaine. Parce qu'à côté de la transmission des savoirs, il se trouve que l'enseignant est un influenceur des consciences. Quand je parle d'influenceur des consciences, je ne fais aucunement allusion à la nouvelle donne de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux où on parle d'influenceurs. Non, les véritables influenceurs de la société, aujourd'hui, ce sont les enseignants, quel que soit le statut, qu'ils soient les enseignants de maternelle, qu'ils soient les enseignants du primaire, qu'ils soient les enseignants du supérieur, ce sont de véritables influenceurs de conscience. Parce qu'en dehors de la transmission, comme je disais tantôt, c'est un métier qui vous permet de participer à la construction des savoir-être, à la construction de l'attitude de l'être humain qui est livré à la société après. Et donc, c'est un honneur. Et donc, l'enseignant, au même titre que le parent, participe à l'éducation des enfants qui demain sont ces citoyens qui gèrent la société dans laquelle nous vivons tous. Et donc, c'est une fierté de faire partie d'un pareil corps. C'est une fierté d'exercer un tel métier, surtout à titre de vocation, surtout comme une passion. Merci. Alors, Monsieur le Président du CINESEC, je le disais, j'avais cette question pour vous. On l'a dit, l'enseignant avec tous les qualificatifs qui lui vont et qui devraient lui coller à la peau, lui qui est un éclaireur de l'antenne, un éducateur, entre autres, hein, je n'ai pas tout noté, lui qui est le miroir de la société, lui qui a le privilège d'occuper une si haute place dans la société, un influenceur de conscience, entre autres, mais de votre regard, vous qui êtes président de syndicat, c'est dit que vous avez quand même de l'œil sur tous ces enseignants-là que vous dirigez par ailleurs. Est-ce que c'est ce qu'on voit dans la société? C'est le reflet de l'enseignant, tous ces superlatifs hyper positifs qu'il a décrits? Bon, déjà, en tant que président de syndicat, je ne dirige pas les autres collègues. Je les représente à un niveau, par exemple, d'échange avec les autorités. Je suis celui qui porte leur voix. Donc, dire que je les dirige, c'est un peu... Encore que je ne travaille pas seul, je travaille avec un bureau. Ces superlatifs, les enseignants les méritent, en fait. Parce que... Non, ce n'est pas dit, ce n'est pas la question. J'y arrive, madame. Sur les réseaux sociaux, à l'approche du 5 octobre, comme moi, vous avez dû voir, tous les hommes naissent égaux, mais les meilleurs deviennent enseignants. C'est tellement profond. C'est tellement profond parce que être enseignant, on va donc utiliser tous ces superlatifs qui ont été évoqués tout à l'heure. Il faut être un modèle, il faut être un exemple, c'est un sacerdoce, c'est-à-dire c'est carrément divin. Mais maintenant, pour pouvoir bien faire son travail, on doit avoir des conditions de travail minimales. Si ces conditions de travail minimales ne sont pas réunies, comment voulez-vous que l'enseignant soit ce modèle-là que les enfants attendent? Demandez à un enseignant, par exemple, qui a faim, d'aller dispenser une leçon. Il ne pourra jamais bien dispenser cette leçon-là.
C'est pour ça, et merci déjà parce que le temps d'attente pour la prise en charge des enseignants aujourd'hui a grandement diminué. Au départ, on attendait 3-4 mois. Par exemple, j'ai attendu 36 mois avant d'avoir un matricule. Or, aujourd'hui, ils attendent moins d'un an et ils ont déjà carrément une prise en charge. Les pouvoirs publics sont à l'écoute. C'est une bonne chose. Mais qui dit merci demande davantage. Pour que ces enseignants puissent faire le travail pour lequel ils sont envoyés sur le terrain, pour qu'ils puissent être ces modèles-là, il faut absolument que leurs conditions de travail et de vie soient répondre à la base minimale. Quelqu'un qui ne parvient pas à envoyer son propre enfant à l'école, comment voulez-vous qu'il puisse s'occuper de l'enfant des autres? Ce n'est pas possible. Donc il faudrait que, sur le plan du traitement, que les choses qui ont été mises en branle déjà soient d'une certaine façon accélérées. Il est vrai, le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait déjà beaucoup. Mais vraiment que les choses continuent. Le collègue, tout à l'heure, l'aîné, parce que moi je ne suis qu'à 10 années de service sur le terrain, l'aîné a parlé du Forum national de l'éducation. L'aîné a parlé du statut particulier de l'enseignant. Je vous assure que lorsque j'écoute mes camarades syndiqués aujourd'hui, ce sont ces deux questions-là qu'ils crient à tue-tête. Et Dieu merci parce que la balle aujourd'hui se trouve entre les mains de la présidence de la République, puisque les échanges qui ont eu lieu ont fait en sorte que le dossier a avancé et se trouve aujourd'hui au niveau de la présidence de la République, de qui nous attendons enfin une date qui permettra la tenue du fameux Forum national de l'éducation, qui représente ce que plus tôt on avait appelé les États généraux de l'éducation. Ce Forum national de l'éducation au cours duquel le ministre de l'enseignement supérieur nous a promis qu'on parlerait du statut particulier de l'enseignant. Ce sont ces deux éléments-là que les enseignants attendent aujourd'hui. Je vous assure que être un modèle, être le miroir, être le tuteur, ce n'est pas évident si soi-même on ne parvient déjà pas à s'assumer, si soi-même on ne parvient déjà pas à se prendre en charge. C'est en conclusion pour dire qu'ils ne le sont pas. Nous sommes sur ce plateau tous des enseignants. Je ne pense pas que nous soyons mal vêtus. Et ce n'est pas parce que nous sommes venus à la CIATV que nous nous sommes vêtus comme ça. Ce qu'on nous apprend... Est-ce que tous ces superlatifs-là attribués aux enseignants, est-ce qu'ils reflètent vraiment ça? Bien sûr, dans la société? Ils reflètent cela dans la société. Le problème, ça a été ce que l'aîné et la collègue a dit, la vocation. Nous savons qu'aujourd'hui, avec la crise de l'emploi, beaucoup de personnes se sont retrouvées dans l'enseignement par hasard, par accident. Et c'est là où on va... Un troupeau ne peut pas avoir que des brebis saines. On aura toujours une ou deux brebis galeuses. Mais on ne doit pas prendre le mauvais élève en exemple pour qualifier toute la corporation. C'est de ça qu'il s'agit en fait, madame. On va donc demander à Mathurin Kononoa, plègue d'histoire au lycée bilingue de Baloum dans l'arrondissement de Penka-Michel dans le département de la Menoire, région de l'Ouest. Si vous, particulièrement, vous avez choisi ce métier par passion ou est-ce qu'il s'est imposé à vous? Honnêtement, devenir enseignant aujourd'hui n'a pas été une passion. Ça s'est imposé à moi compte tenu du contexte de notre pays. Jusqu'au préalable, j'ai fait des études dans une filière autre qui n'a rien à voir avec l'enseignement dans le secondaire, à savoir la science politique. Donc, je me retrouve dans l'enseignement je dirais, par intrusion, par... Bon, c'est comme ça, c'est arrivé, ça s'est imposé parce qu'à un moment précis, il fallait faire quelque chose pour être autonome financièrement. C'est ainsi qu'on s'est lancé dans l'éducation, dans l'enseignement de secondaire. Même si enseigner a toujours été un choix, mais pas enseigner au secondaire. On visait plus l'enseignement supérieur.
Kounonoa, PLEC d'histoire au lycée bilingue de Balou-Mavou, notamment malgré ce choix non choisi, on va être parti dans cette tautologie-là, qui exerçait tellement que vous avez mérité d'être primé par les autorités. Vous avez reçu un prix, un diplôme d'excellence à l'occasion notamment de la journée mondiale des enseignants le samedi 5 octobre dernier. Merci pour cette sincérité. Alors, j'aimerais un peu que vous réagissiez sur ces propos-là. On peut ne pas entrer par passion, mais finir par faire un bon travail, c'est ça? Bien sûr. Dans le temps de jeu, c'est ce que je disais tantôt, quand je parlais de deux types de vocations. Il y a celle qui est innée, qui vous vient de manière naturelle, et puis il y a celle qui vient peut-être par dépit ou parce qu'on n'a pas pu trouver mieux, mais on s'y adonne tellement qu'on finit par bien faire la chose. Donc ça existe, et c'est pour ça que j'en parlais dans le temps de jeu. Et beaucoup de félicitations au monsieur, parce que c'est pas donné. Beaucoup, ils sont même par vocation naturelle, mais n'arrivent pas à exceller. Et du moins, parfois excellent, mais ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Donc c'est une grâce, et il devrait vraiment en être fier. Guy Thierry Kassaonana. Oui, je ne dirais pas qu'on arriverait dans ce métier par dépit. Je suis bien sensible aux mots. Je voudrais tout simplement préciser mon point de vue. C'est que dans ce métier, il y en a qui le choisissent et il y en a que le métier choisit. Pour faire un petit commentaire sur la situation du collègue, je crois que c'est le métier qui l'a choisi. Entre ceux qui ont choisi le métier et ce que le métier a choisi, je pense qu'il n'y a qu'un pas. Voyez-vous, lorsque le métier vous choisit, vous y entrez et puis la passion vous gagne. Vous commencez par l'exercer bien plus que celui qui a choisi le métier. C'est ce qui se passe avec le collègue. Personnellement, le métier, moi je l'ai choisi. Oui. Je l'ai choisi après le baccalauréat. Nous avons essayé le concours de l'école normale. Nous avons fait le concours de l'école normale. Nous avons échoué. Nous l'avons essayé 2 années encore. Nous avons échoué. Et puis, c'est en 2009 qu'on va, je ne vais pas dire descendre, qu'on va à l'Éniège et que finalement le soleil finit par briller et on est fiers de devenir instituteur de l'enseignement maternel et primaire aujourd'hui. Je vais retourner avec vous en ligne, Mathurin Kounonoa, PLEC d'histoire au lycée de Balom à Penka-Michel dans la région de l'Ouest. Eh bien, dites-nous quelles sont vos difficultés dans l'exercice de ce métier, malgré le fait que vous y excellez. La difficulté sont de plusieurs ordres dans l'exercice de notre métier. Les plus importantes sont le traitement réservé à l'enseignant de notre pays, qui de plus en plus plonge ce dernier dans une mendicité, dans une précarité, à nul autre pareil. À côté de cela, nous avons aussi l'environnement de travail même qui aussi se dégrade au jour le jour, puisque l'enseignant, dans ses fonctions, de plus en plus, est laissé abandonner à lui-même, puisque on accorde plus de pouvoir aux apprenants. On n'a vraiment plus cette capacité de réprimer tel ou tel comportement. Donc, nous sommes un peu là comme ça. Sans oublier aussi les réalités structurelles des localités où nous sommes appelés à servir la nation. Chaque localité, c'est une réalité et c'est pas toujours évident de pouvoir s'acclimater et donner le meilleur de soi. On va immédiatement aller mettre le cap du côté sur Buea, dans la région du sud-ouest. Avec vous, professeur Clotilde, vous êtes enseignant d'université. C'est pareil, les difficultés, vous en avez? Nous saurons dire que nous ne rencontrons pas des difficultés dans la pratique du métier d'enseignant. Parce que, tout au moins sur 2 aspects, il y a quelques difficultés qui jonchent la pratique du métier d'enseignant à l'université au Cameroun. Vous savez,
Le premier aspect de la difficulté se trouve sur le plan de la pédagogie et le second aspect va se trouver sur le plan infrastructurel. Pour prendre le cas de la difficulté pédagogique à laquelle les enseignants d'université en particulier aujourd'hui font face. Vous savez, on est à l'heure des méthodes de pédagogie active qui placent l'apprenant au centre des apprentissages. Il n'est plus question aujourd'hui d'avoir un enseignant qui prêche comme dans une église à des fidèles qui ne savent pas de quoi ils parlent. Avec les nouvelles technologies aujourd'hui, l'apprenant n'est pas considéré comme quelqu'un qui ne connaît pas du tout la matière que vous venez enseigner. Donc aujourd'hui, nous parlons des pédagogies actives qui vont placer l'apprenant au centre de ses apprentissages et qui vont demander à ce qu'il y ait une mutation dans les méthodes d'enseignement. Et cette mutation implique que, à défaut des enseignements en présentiel aujourd'hui, que l'enseignement numérique ait une place dans les méthodes qui sont désormais utilisées à l'université pour enseigner. Et je ne vous enseigne rien parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec l'enseignement en ligne, vous pouvez recevoir des enseignements dans tout le monde entier qui viennent d'une université qui est située dans un lieu que vous ne connaissez même pas. Mais quand nous avons des universités qui ne peuvent pas s'arrimer effectivement à cette nouvelle pratique de l'enseignement, c'est un peu compliqué sur le plan de la pédagogie parce que il est question aujourd'hui, après tous les efforts que l'État a fait pour numériser l'enseignement à l'université, que les universités prennent le relais en achetant tout au moins des plateformes d'enseignement en ligne qui nous permettent à nous autres enseignants de mettre à la disposition des étudiants d'autres nouveaux types d'apprentissage, d'autres nouvelles méthodes d'apprentissage et d'évaluation pour perfectionner la qualité de l'enseignement. Et donc, sur le plan pédagogique, nous faisons face à cette difficulté qui vient simplement du fait que nous avons encore de la peine dans nos universités à nous arrimer aux nouvelles méthodes de pédagogie active qui mettent le numérique au centre des enseignements et qui voudraient que la meilleure méthode de transmettre les enseignements aujourd'hui passe par l'usage des outils numériques. Et donc, c'est un appel, c'est un cri de cœur que nous lançons aux universités camerounaises pour qu'elles s'arriment à cette nouvelle méthode d'enseignement en achetant des dispositifs d'enseignement en ligne. Le plus répandu que tout le monde connaisse dans le monde, c'est le Moodle. Vous n'allez pas arriver dans aucune université à l'extérieur et vous n'allez pas trouver qu'il y a une cellule informatique qui gère un dispositif qu'on appelle le Moodle qui permet aux étudiants et aux enseignants de pouvoir communiquer en dehors des cours, tout comme pendant les cours. Et donc, voilà la difficulté sur le plan pédagogique. Maintenant, sur le plan infrastructurel, je parlerai des conditions dans lesquelles l'enseignant exerce son métier aujourd'hui. Il faut qu'il y ait un peu d'humanisation dans les conditions en question. Nous ne pouvons pas être des enseignants et que nous n'avons même pas de bureau. Je parle pour mon université, mais je suis convaincu que même dans d'autres universités, il doit forcément avoir ces problèmes. Vous avez des enseignants qui viennent se percher sous l'arbre à l'université, alors que la première condition pour faciliter le travail de l'enseignant, d'université, qui est censé faire un travail de recherche à côté de l'enseignement, c'est de lui proposer tout au moins des outils qui lui permettent de se sentir confortable dans l'exercice de son métier. Donc, il y a sur le plan structurel pas mal d'efforts qui doivent être mis sur pied pour façonner l'enseignant, que nous sommes dans une autre dimension, pour aider l'enseignant à pouvoir faire son travail de manière correcte. Merci, professeur Clotilde, enseignante à l'université de Boéa, dans la région du Sud-Ouest. Je vous propose de prendre une pause dans cette édition de Twilight et à notre retour, on parlera de votre résilience à vous, chers messieurs et dames. À tout de suite. Enseignant, c'est quoi ma difficulté ou bien c'est quoi ma fierté à la fin? Très impatiente de parler donc, de poursuivre sur les difficultés rencontrées par ces seigneurs de la craie ici présents. Daniel Soko, proviseur émérite, vous en aviez eu alors que vous étiez en service? Oui, disons que les difficultés en tant qu'enseignant, il y a eu déjà au niveau de la motivation, c'était pas facile. Et lorsque j'entre dans cette noble fonction, en 93, ça rime avec la dévaluation, ça rime avec ce qu'on a appelé les déflatés. Et en réalité, pour un fonctionnaire
de mon rang à l'époque, professeur en AD, en A2, on nous a, avec certains professeurs d'université, on nous a mis professeurs agrégés et assimilés. Et je voudrais dire ici que mon premier salaire était 69 000 francs, un professeur en A2. Mais je me suis mis au travail parce que, en réalité, je me disais, l'essentiel, c'était d'abord d'être enseignant et d'être fier de pouvoir faire des élèves qui m'étaient confiés, des hommes capables de gérer dans l'avenir. Il y a eu des problèmes d'infrastructure, il y a eu même dans mes hautes fonctions, même de chef d'établissement, des frustrations. En réalité, les nominations, c'était parfois comme si nous étions faits seulement pour la brousse ou les zones rurales, pendant que certains étaient faits pour les zones urbaines, des grands proviseurs de grandes villes. Bon, Vous avez quand même eu le mérite de terminer proviseur. Oui, là, je dis merci à Dieu, parce que tout pouvoir, toute nomination vient de Dieu. Mais ce qui m'a beaucoup frustré sur le terrain, c'est parfois ce qu'on appelle des ministères de souveraineté. Alors, je crois qu'il serait grand temps de faire de notre ministère un ministère de souveraineté, parce que l'enseignant mérite vraiment beaucoup d'égards et beaucoup de respect. Malheureusement, sur le terrain, on a un sentiment de la poursuite de la colonisation, de l'administration coloniale, où vous formez des gens qui viennent vous mater et où la fierté parfois est diluée, parce que lorsque vous êtes fier de faire votre travail, parfois c'est assimilé à l'orgueil ou à l'arrogance. Et parfois vous êtes... On vous a entendu, Marie-Ange Mbétissé. Vous, quelles sont vos difficultés? La difficulté la plus grande que nous rencontrons, bon, à mon niveau, c'est plus une frustration en fait. Je ne vais pas appeler ça difficulté, mais c'est plus une frustration. C'est le fait d'être consciente que nous sommes la cheville ouvrière de l'éducation. Je prends ici la place d'institutrice des maternelles. Nous sommes à la base de la formation des savoir-être, savoir-faire des tout-petits. Et généralement, nous avons comme l'impression que la société, de manière globale, ne nous juge pas à notre juste valeur. Parfois, nous sentons un peu minimisés, un peu rabaissés par ceux qui ne pratiquent pas le métier, déjà d'abord, peut-être par ignorance de leur part, et même parfois par nos pairs qui sont au niveau supérieur. J'entends parler ici du secondaire et du supérieur, en fait. Ça, c'est une frustration, mais notre fierté, au-delà de toute chose, c'est lorsque le tout petit qui était incapable de tenir l'outil scripteur à ses débuts, parce qu'il n'avait pas encore cette motricité fine-là, elle n'était pas encore acquise. Lorsque nous voyons ce tout petit que nous avons formé et qui arrive au primaire, qui arrive à se démarquer, et plus tard va au secondaire et se retrouve au supérieur, c'est là notre plus grande fierté. Alors, Guy Thierry Kassa Onana, vous êtes instituteur, c'est dit que vous êtes enseignant à l'école primaire. C'est la même difficulté aussi? Oui, madame, ce sont les mêmes difficultés, les frustrations. Frustrations au niveau de la considération, peut-être pas au niveau de la société en premier, mais au niveau des pouvoirs publics qui ne nous logent pas dans la même enseigne que nos collègues ou alors nos aînés du secondaire et même du supérieur. Voyez-vous, madame, l'enseignant de l'école primaire enseigne tout. Vous vous souvenez de votre maître qui faisait les mathématiques, le français. Aujourd'hui, nous sommes des professeurs de physique-chimie aussi. Et personnellement, je n'ai toujours pas compris pourquoi est-ce que l'instituteur que je suis
gagne 4 fois moins qu'un professeur des lycées, alors que c'est moi qui m'occupe de tout le travail de 7h30 à désormais 15h30 et de lundi à vendredi. C'est une discrimination qui ronge les instituteurs. Je voudrais rassurer les collègues du secondaire, ce n'est pas contre vous. C'est un plaidoyer que je formule comme ça à l'endroit des pouvoirs publics afin qu'ils voient cette situation. Il y a également des difficultés au plan pédagogique. Ces difficultés concernent effectivement les contenus d'enseignement qui sont vastes. L'élève, le tout petit de l'école primaire, il a 11 disciplines qu'il doit assimiler. Si vous prenez donc chaque sous-discipline dans la discipline, vous vous retrouvez avec pratiquement 25 sous-disciplines. Ce n'est pas évident pour l'enseignant de couvrir, pour être honnête, ce n'est pas évident pour l'enseignant de couvrir cela. La dernière difficulté est d'ordre social, c'est-à-dire il y a l'émergence de nouveaux métiers. L'aîné du supérieur parlait tout à l'heure d'influenceurs. Nous sommes des influenceurs de conscience. Mais nous avons l'impression aujourd'hui qu'il y a plus d'influenceurs de conscience que les enseignants et qui malheureusement sont plus suivis, si mal, je ne vais pas dire si bien que, si mal que ce n'est pas évident pour l'enseignant d'être encore ce modèle-là, celui-là qui inspire. Voilà entre autres les difficultés que nous avons. Et Langando, président du Cinesec, vos difficultés et ceux de vos collègues du secondaire et même du primaire, c'est toujours nos collègues. Voilà, merci. J'ajouterais à ce qu'ils ont dit beaucoup plus les difficultés d'ordre infrastructurel. Vous conviendrez avec moi que c'est difficile, n'est-ce pas, de dispenser ce savoir en tenant debout toute la journée sans avoir de bureau où s'asseoir. Il y a des établissements qui n'ont pas de salle de classe, ne parlons même pas de salle de prof. Quand il faut se mettre à l'aise, c'est toute une autre paire de manches. Bon, c'est vraiment compliqué sur ce plan-là. Les frustrations d'ordre social, vraiment, c'est le train-train quotidien. C'est le train-train quotidien. Lorsqu'il faut parler des avancements, du traitement salarial, on voit vite les gros titres. Les enseignants sont des A2. Mais en termes de valeur numérique, le A2, là, il touche combien? Comparativement, par exemple, à un commissaire de police ou bien à un colonel, un proviseur et un colonel. Le déphasage est énorme. Je vais, par exemple, vous dire c'est pourquoi vous appelez de tous vos voeux ce fameux Forum national de l'éducation et notamment le statut spécial de l'enseignant. Mais je vous propose tout d'abord de retourner en ligne, notamment avec le professeur Clotilde. Alors, dites-nous quelles sont vos armes, notamment, quelles sont les armes de votre résilience face aux difficultés que vous avez énumérées tantôt. Malgré ces difficultés, nous restons quand même résilients parce que, tout d'abord, l'enseignement, je disais, c'est un art. Ça doit partir d'une passion, ça doit partir d'une vocation. Et parce que ça part d'une passion, parce que ça part d'une vocation, il y a naturellement devant toutes ces difficultés la motivation de faire son métier. Et donc, malgré ces difficultés, nous restons enseignants parce que nous avons cette motivation naturelle, parce que nous aimons transmettre le savoir. Et à côté de cette passion, nous dirons que nous ne voyons pas cette difficulté comme étant un véritable obstacle à l'exercice de la pratique de ce métier. Parce que tenez-vous tranquille, Madame Carlette Essou, des années après, quand vous vous trouvez dans un milieu public et qu'un étudiant vous remarque et vient vers vous pour vous dire toute la satisfaction qu'il a eu à apprendre de vous et qui lui permet aujourd'hui de transmettre quelque chose sur le milieu professionnel, vous êtes fier.
ce n'est reste que dans la profession juridique dans laquelle nous sommes. Vous avez des métiers de juristes comme avocat, comme magistrat, comme huissier, où vous voyez tout le temps, vous êtes interpellé dans la rue par un étudiant dont vous n'aviez même plus la physionomie, qui vous rappelle que grâce aux enseignements que vous lui avez apportés, il est quelqu'un de noble, il est quelqu'un de digne, il est quelqu'un de respectable dans la société. Et puis à côté, des fois, comme je vous disais, le rôle de l'enseignant, c'est aussi d'accompagner les parents dans l'éducation. Certains vont vous dire, madame, vous avez influencé ma vie. Monsieur, vous avez influencé ma vie. Et donc, vous voyez que ce sont des choses qui poussent l'enseignant, malgré les quelques difficultés qu'il peut rencontrer au quotidien, à exercer son métier avec passion, à se dire, rien que pour cette satisfaction que nous ressentons de participer à la construction des savoirs dans la société, on est fiers de rester enseignant. On va sortir avec vous une dernière question avant de vous quitter. Dites-nous quels sont les espoirs que vous nourrissez pour vous-même et notamment pour vos autres collègues. L'espoir à titre personnel, c'est qu'effectivement il y ait du succès dans notre carrière. Mais je dirais beaucoup plus que ce sont des espoirs sur la profession qui sont beaucoup plus intéressantes, qu'il y ait une amélioration des conditions de l'enseignement, quel que soit le cycle, et qu'il y ait un suivi véritablement de la carrière des enseignants. Parce que c'est l'une des difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés. Vous faites bien votre travail, mais après, quand vous voyez la cadence à laquelle votre situation évolue sur le plan financier, des fois vous vous dites, bien, c'est le sacerdoce, mais il faut bien le faire. Donc, les espoirs, c'est que dans cette profession d'enseignant, quel que soit le cycle auquel nous faisons référence, que ce soit l'enseignant du cycle maternel, l'enseignant du cycle primaire, l'enseignant du cycle secondaire, nous voulons qu'il y ait une amélioration des conditions de leur enseignement, une amélioration et un suivi de leur carrière, une véritable avancée dans l'amélioration du confort qui va avec le statut d'enseignant. Moi, je vous dirais particulièrement que nous, enseignants d'université, des fois, nous avons des discussions où nous nous disons que l'enseignant du primaire et du secondaire mérite quand même d'être un peu plus valorisé pour le travail qu'ils font. Parce que nous, à l'université, nous recueillons des adultes qui sont passés quand même par des mains d'enseignants, qui ont eu plus de la peine, puisque les enfants étaient à un stade d'apprentissage où ils n'avaient pas la maturité suffisante, mais ils se sont donnés à fond pour que ces enfants arrivent à notre niveau. Et donc, nous nous disons quand même qu'il est question aujourd'hui d'améliorer les conditions de travail de nos collègues afin que le métier d'enseignant continue d'être pratiqué avec bonheur. Merci à vous, professeur Clotilde de l'Université de Buea dans la région du Sud-Ouest, notamment à l'école, au lycée bilingue de Baloum à Penka-Michel dans la Menois, région de l'Ouest. Là-bas, Mathurin Kononoa, plaque d'histoire. Dites-nous, quelles sont, vous, les armes de votre résilience? Comme les armes qu'on utilise, nous avons d'abord cette conviction que nous sommes utiles, que sans nous, le monde ira en vrille. Nous sommes indispensables. Savoir qu'on est indispensable nous réconforte quand même chaque matin de se lever et aller au travail, parce qu'on se dit, ok, même si on ne nous a pas reconnu, on ne connaît pas notre importance, nous au moins on est conscient que si nous ne sommes pas là, il y aura quelque chose qui n'ira pas. Tout de cela, nous avons aussi cette conviction qu'avec le temps, peut-être que les choses vont changer. Bon, c'est vrai que je peux pas dire, voilà, c'est comme si que les choses vont changer d'un moment à l'autre. On ne sait pas quand, mais ça va changer un jour. Déjà, ça a légèrement changé. On se dit, ça pourra encore l'être davantage dans les prochaines années. À côté de cela, nous avons aussi nos enfants que nous avons formés. Quand nous voyons un peu comment ils ont reçu dans la vie, comment ils se comportent, nous ne pourrons qu'être heureux et davantage galvanisés à continuer à faire ce si beau métier. Merci et notamment pour et félicitations pour ce diplôme d'excellence-là qu'on a vu dans ces images qui accompagnent vos propos. De retour sur ce plateau en 30 secondes pour chacun. À la fin, enseignant, qu'est-ce qui vous rend le plus fier, monsieur le professeur émérite? Oui, fier d'avoir participé à l'édification ou à la construction de pays en formant des cadres. Alors, je crois que lorsqu'aujourd'hui, je rencontre des colonels, des magistrats, des gens de l'administration
de la préfectorale et autres, j'ai dit, eh bien, j'ai œuvré pour mon pays. Et comme disait Julius Nyerere en parlant du pouvoir de l'enseignant, que je suis finalement humainement riche, je suis intellectuellement riche et même matériellement riche. Ça fait ma fierté. Marie-Ange Membi Tissé, vous, qu'est-ce qui vous rend le plus fier d'être enseignante? Ce qui me rend le plus fier, je l'ai dit tantôt, c'est de voir le tout petit qui ne pouvait pas tenir l'outil scripteur, le faire à la fin de son cursus maternel. Et lorsque je me retrouve du côté de la supervision auprès de mes collaborateurs, ma plus grande fierté est celle de voir un enseignant qui avait du mal à dispenser certaines leçons s'améliorer dans la qualité de ses enseignements. Voilà mes deux faits. Je rappelle que vous avez été institutrice, notamment à la maternelle où vous avez passé 7 années. Vous êtes aussi directrice du groupe scolaire bilingue Al-Kedia à Nkolfoulou, dans la région du centre. Vous, Guy Thierry Kassaonana, instituteur d'école publique, d'école primaire, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Ce qui me rend le plus fier, c'est lorsque ces regards inquiets en début d'une séquence pédagogique se transforment en enthousiasme après que j'ai dispensé une leçon et que je vois mes élèves vraiment se satisfaire des connaissances que je les ai aidés à acquérir. Ce qui me rend aussi fier, ce sont ces multiples bonjours, ces multiples merci empreints de délicatesse dans les rues, dans les bureaux, lors des cérémonies. Alors, ces bonjours et ces merci, ces témoignages, ces nombreux témoignages de ce que j'ai fait pour les tout-petits, voilà ce qui me rend fier. Et Langando, président du Cinésec, au pas de course, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? L'étincelle dans le regard de l'apprenant, à chaque fois où on se rencontre, que ce soit sur le campus ou bien en dehors. C'est la preuve qu'il voit en moi le modèle et c'est ce qui nous fait endurer tout ce qu'on doit endurer pour continuer à exercer ce noble métier. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier, chers messieurs et dames, d'avoir participé à cette édition de Twilight du vendredi 11 octobre 2024 en présentiel et en ligne depuis la région du Sud-Ouest et de l'Ouest. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. Les programmes de Twilight, les programmes de CRTV News se poursuivent. Restez donc scotchés.